Bonjour à toutes et à tous. L'implantation baptiste en France entre le début du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle a été l'objet d'une thèse de doctorat publiée en 2001. Un cycle de 8 modules en résume le déploiement socio-historique. Après 4 résumés consacrés à l'aperçu chronologique de l'implantation, on entame ici avec cette 5e vidéo l'aperçu thématique. Pour commencer, un début d'analyse socio-historique des structures chrétiennes militantes mises en œuvre chez ces chrétiens protestants qu'on appelle baptistes. Pour bien recadrer les choses, rappelons que le baptisme est une des grandes branches du protestantisme mondial, fondée sur la notion d'église de professants et le baptême du converti. Les structures militantes qui en découlent sont marquées par différentes spécificités, à commencer par un modèle d'église souple et audacieux, le congrégationalisme, avec une répartition du pouvoir assez délicate à assumer comme nous allons l'analyser dans quelques instants. Les églises autonomes sont condamnées à vaincre ou périr, disait le pasteur Rubens Sayens. Autant dire qu'on met en avant un modèle militant fondé sur l'intensité du croire et de l'agir chrétien. Le baptême par immersion du converti constitue l'épicentre de ce modèle, exprimant l'idée qu'on ne naît pas chrétien, on le devient suite à choix et engagement personnel. D'où l'importance du baptistère comme élément architectural des lieux de culte. Il n'est pas rare que les églises baptistes françaises offrent aux baptisés une carte de baptême, comme sur ce modèle des années 1930. On s'inscrit dans la perspective d'une minorité convictionnelle porteuse de valeurs, dite minorité nomique, comme dirait Serge Moscovici. Des ouvrages comme La Nouvelle-France protestante, paru en 2011, ou Les minorités religieuses en France, paru en 2019, recadrent ces dynamiques dans la perspective plus large des recompositions du protestantisme et de la religion. Pour définir ce modèle militant, l'historiographie anglophone mettra volontiers l'accent sur l'association volontaire. On parle ici d'un modèle contractuel, soudé par un fort marqueur convictionnel partagé. Pour évaluer la logique d'impact du baptisme du point de vue sociologique, on ne peut pas se limiter à compter les convertis baptisés, d'où l'importance d'intégrer la notion de cercle d'appartenance. L'œil du sociologue Jean-Paul Vième est particulièrement précieux pour ausculter les modes de régulation. À partir d'une typologie, en 3 modèles qu'il a élaborés, le modèle baptiste se dégage comme un 4e type qu'on qualifiera d'associatif idéologique. Le congrégationalisme, c'est l'autonomie de l'assemblée locale, avec une forte dimension d'autogestion, revendiquée dans ce document en langue française publié en 1836. Les églises locales sont également soumises à une régulation bottom-up, c'est-à-dire que les fidèles élisent le pasteur, la démocratie locale, la légitimité par le bas, est familière aux baptistes. L'Église locale baptiste est aussi un lieu d'inculcation des valeurs et un vecteur de contrôle social, voué à faire valoir un habitus chrétien protestant spécifique. Avec une approche volontiers binaire, d'ailleurs très courante au XIXe siècle dans le reste de la société, opposant la mauvaise vie d'un côté et la vie réussie fondée sur l'Évangile. L'identité ne se transmet pas par tradition. Seul un enfant sur 2 dans les foyers baptistes en moyenne devient baptiste. L'enjeu de l'éducation religieuse des enfants est du coup particulièrement crucial. D'où l'importance des écoles du dimanche, espaces dédiés à l'éducation chrétienne des enfants protestants, sur lesquels Anne Ruolt a consacré une synthèse publiée en 2012. Les églises locales ont besoin de transmettre la foi en interne. Elles sont aussi responsables de diffuser et nourrir leur identité confessionnelle baptiste, ce qui passe aussi par la presse. Fondée en 1888, diffusée jusqu'en Haïti, l'Écho de la Vérité est un de leurs organes de presse. Autre exemple de presse confessionnelle baptiste, La Pioche et la Truelle, dont cet édito de 1904 qui s'adresse aux socialistes. Après la Grande Guerre de 1914-18, l'Union baptiste puis la Fédération baptiste lisent Le Témoin de la Vérité, un journal complété par la solidarité sociale, porté par des plumes baptistes. Marqué par beaucoup d'ambition, cet hebdomadaire évangélique plaide pour la conversion individuelle, mais aussi la rénovation de l'ensemble de la société. Les églises baptistes défendent une identité dénominationnelle, ni église centralisée de type catholique, ni secte. On peut parler aussi de type église libre à la suite de Trulch, avec des vecteurs d'homogénéisation et de contrôle comme celui des institutions, des médias, de la formation et de la socialisation interéglise. Nous en arrivons maintenant au second grand point de ce résumé vidéo, celui de la répartition du pouvoir.
Comment faire quand trois figures comme les pasteurs du Barry, Vincent, Blocher, sur cette photo de 1919, sont chacune persuadées d'avoir raison? Dans la lutte pour la légitimité, le ministère pastoral joue sur deux registres, la formation et une vocation validée par l'Assemblée, avec une mise en tension entre autorités fondée sur la validation institutionnelle et le pouvoir qui repose sur des règles non écrites. Le faible degré d'institutionnalisation chez les baptistes favorise souvent les luttes de pouvoir. Paul Passy, ex-baptiste, s'en fait écho dans ses mémoires. Dans ses souvenirs d'un socialiste chrétien, il évoque, je cite, ces rivalités de personnes et de partis atteignant parfois une acuité extraordinaire, des tensions qui vont l'amener à prendre ses distances avec le modèle baptiste. En matière de pouvoir et d'autorité, les lignées pastorales vont jouer, chez les baptistes comme chez beaucoup de protestants, un rôle clé. C'est le cas de la lignée Crétin-Saillens-Blocher. Une lignée qui prend son origine dans la première moitié du XIXe siècle avec Catherine Beaucamp. Convertie dès les années 1820, elle ouvre une lignée de pasteurs et responsables baptistes et évangéliques en France sur 7 générations. La lignée Cadeau-Vincent joue un rôle structurant assez similaire, fonctionnant en véritable colonne vertébrale de la Fédération baptiste jusqu'au milieu du XXe siècle. Un autre facteur de prestige, d'autorité et de pouvoir est la formation pastorale. Car il y a la vocation, mais aussi la profession pasteur. Je renvoie à l'ouvrage de Jean-Paul Villem. La formation à l'étranger, rare, s'appuie notamment sur la filière britannique. Le Pastors College de Londres accueille en particulier les futurs pasteurs du Barry et Blocher. La filière états-unienne est également choisie par certains, en particulier au séminaire de Rochester. Plus rare, la filière canadienne fonctionne aussi pour quelques pasteurs de l'association baptiste, à l'ombre du pasteur T.T. Shields. Les structures chrétiennes militantes mises en place par les églises baptistes de France s'appuient, on vient de le voir, sur une régulation locale démocratique, mais aussi de délicats enjeux de pouvoir. Deux autres enjeux seront abordés dans la prochaine vidéo. À suivre. Merci pour votre attention.